Tous ceux qui ont des centres d'appel qui permettent aux clients d'appeler pour s'exprimer, ils découvrent des choses qu'ils n'auraient pas pu sans le centre d'appel. Le centre d'appel reste le maillon fort pour permettre aux clients de s'exprimer, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Le client, il n'est jamais égoïste. Je peux vous dire que lorsqu'un client vous dit que ce profil est mauvais, généralement ce profil il est mauvais. Quel conseil vous donneriez à ces patrons-là pour que leur entreprise puisse fonctionner normalement sans défaillance? C'est de mettre en place un système de suivi et d'évaluation. Permettre aux clients de s'exprimer, il n'y a pas un autre moyen. Aujourd'hui en Guinée, les patrons des entreprises demandent toujours 10 ans d'expérience avant d'être recrutés. Les entreprises, ils perdent beaucoup de profils et ils recrutent souvent les mauvais profils avec beaucoup d'expérience. Clarifiez-nous un peu. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas encore enregistré de podcast, mais cette fois-ci, on va reprendre avec une nouvelle tendance, je vais dire. Donc, dans chapitre carrière, vous savez, ça se passe sur la chaîne YouTube DK Production. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner. En quelque sorte, cette fois-ci, ce numéro-là, il est réservé spécialement aux patrons, aux managers, et aussi les services clients. Donc, on a une spécialiste qu'on nomme Coach Binta Daka. Elle est parmi nous. Elle va essayer de nous clarifier. Le client est-il toujours roi? Donc, vous savez, si vous partez pour manger au restaurant, on dit toujours le client est roi. Est-ce que cela se confirme? Elle nous en dira plus. Donc, on va commencer d'abord par une salutation. Coach, comment ça va? Ça va, ça se passe un peu? Oui, ça va. Les activités? Oui, ça va, alhamdoulilah. D'accord. Vous formez en service client, vous accompagnez des entreprises et tant d'autres, surtout ceux qui sont dans l'informel. Dites-nous comment cela a commencé en vrai. Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Oui. De base, je suis formée en marketing et communication. D'accord. Et je suis devenue, ce que je suis devenue parce que j'ai commencé par le centre d'appel. Le centre d'appel, c'est souvent les plateaux qui permettent aux clients d'appeler pour se plaindre des réclamations, pour parler aux entreprises et en quelque sorte pour traiter des besoins. D'accord. Alors, à la base, j'ai été recrutée en tant que conseiller commercial il y a bientôt 10 ans. 10 ans? 10 ans, oui. D'accord. J'ai été recrutée pour être conseiller commercial. D'accord. Et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à recevoir des clients, à traiter des réclamations. Et petit à petit, j'ai appris le métier de service client. D'accord. Quelle est la première entreprise pour laquelle vous avez travaillé en vrai, en tant que consultante? Alors, avant de devenir consultante, je suis passée par un parcours. D'accord. Lorsque j'étais à l'université, j'avais commencé par des stages. D'accord. Alors, mon premier stage, je l'ai fait au premier centre de contact international qu'on appelle PCCI. PCCI. OK. Que j'ai été recrutée en tant que conseiller commercial et c'était en 2013 pour la première fois. J'étais à l'université, je faisais des cours du soir. Je travaillais jusqu'à 15 heures en tant que conseiller commercial à l'époque sur le plateau de MTN Côte d'Ivoire. Alors, je répondais à ces clients pour le traitement des réclamations, des différentes réclamations de cette entreprise à l'époque. D'accord. Et j'ai fait pendant un an. C'est là que tout a commencé et j'ai compris que le service client était vraiment mon domaine d'activité. D'accord. Alors, cette entreprise était implantée ici en Guinée? Non. L'entreprise était implantée à Dakar, en Côte d'Ivoire. Parce que comme je l'ai dit, c'est MTN Côte d'Ivoire. Donc, l'entreprise était en Côte d'Ivoire et le centre d'appel était à Dakar. D'accord. C'était une prise en charge à distance, mais généralement, c'est des choses qu'on ne peut pas découvrir. Les clients, eux, ils ne savent pas, mais ceux-là qu'on répondait étaient en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Je vois. Et après, un travail pour MTN Côte d'Ivoire en étant en Guinée. Moi, il y a une chose qui revient la plupart du temps. On dit souvent que les centres d'appel, c'est plus d'arnaque que de concret. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, en réalité, les centres d'appel, c'est un peu le poumon des entreprises. Les entreprises qui l'ont compris ont beaucoup plus vite avancé.
Les clients qui ont un endroit où appeler pour parler à l'entreprise, même si ce n'est pas au patron qu'ils parlent directement, c'est des clients qui se sentent beaucoup plus heureux que ceux qui n'ont personne à qui parler. Généralement, les clients, quand ils ont des réclamations et qu'ils ne savent pas où se plaindre, ça crée une grosse frustration. Donc, le centre d'appel reste le poumon de toute entreprise. Et ceux qui l'ont compris, l'ont commencé très tôt. Mais après, vous êtes passé dans d'autres entreprises, disons Orange par exemple. Orange, ça fatigue, tout le monde appelle en même temps. Racontez-nous un peu comment ça se passe là-bas, sur Orange. Alors, Orange Guinée, c'était en 2017, en 2016, pardon, en 2016 que j'ai commencé à Orange Guinée, mais avant, j'avais été sur le plateau de Sonatel Dakar. Alors, Sonatel Dakar, c'était Orange Sénégal, comme vous le savez déjà. Peu après, je suis rentrée en Guinée, je suis directement allée au centre d'appel de Orange Guinée. Alors, Orange Guinée, les clients de Orange Guinée sont naturellement différents de ceux du Sénégal. Mais ici, je vous assure que les clients, ils sont extraordinaires. Alors, c'est des clients qui appellent généralement pour des réclamations qui sont très fondées, que nous, on a eu toujours le plaisir, en tout cas l'honneur, de traiter, parce que, comme vous le savez déjà, les réclamations, c'est énorme. Donc, on recevait pas moins de 200 appels par jour. Lorsque j'étais sur le plateau de Orange, les réclamations que j'ai traitées, c'était pas moins de 200 appels par jour. 200 appels par jour. 200 appels par jour. Ça, c'était en 2014. Et ceci a continué pendant pratiquement 4 ans. 4 ans. Et d'ailleurs, moi, je vous suivais un peu sur les réseaux. Vous dites que peu importe ce que tu deviens, tu dois passer normalement par le service client Orange. Pour savoir, pour forger, je ne sais pas, le mental ou bien quoi. Naturellement. Éclairez-nous un peu là-dessus. Alors, c'est parce que tout simplement, le centre d'appel, c'est un peu comme une jungle. C'est où toute personne appelle. Parce que naturellement, vous savez qu'Orange avait à l'époque plus de 7 millions d'abonnés. Je ne sais pas aujourd'hui à date, mais à l'époque, c'était ce qui se disait dans les publicités. Les clients, donc être sur un centre d'appel où on reçoit près de 7 millions d'abonnés, ce n'est pas quand même fortuit. Donc, quand je dis souvent qu'il faut passer par un centre d'appel pour être aguerri, pour pouvoir travailler dans n'importe quelle entreprise, c'est parce que tout simplement, le centre d'appel, c'est un peu comme un plateau qui forge les professionnels. C'est des espaces où lorsque tu arrives à travailler pendant 1 mois, 2 mois, même 3 mois de stage, tu te forges naturellement à pouvoir parler à n'importe quelle personne. Ça t'éduque professionnellement parlant et ça te permet de gérer tout genre de situation ou tout genre de situation si vous voulez. D'accord. Mais quelle est la situation la plus inconfortable que vous avez eu à décrocher un client? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais racontez-nous un peu. Alors, des situations inconfortables, souvent, moi, je ne le dirais pas comme ça parce que j'estime que lorsque vous faites, comme je l'ai dit, 1 mois ou 2 mois sur le plateau de service client Orange, ce qui va venir après ne va pas vous surprendre. Mais les débuts sont très difficiles parce qu'il y a des clients qui appellent uniquement pour insulter. Vous décrochez l'appel, tout de suite, c'est une injure qui suit parce que le client a eu une réclamation qui n'a pas été gérée en front office. Quand il appelle le service client, c'est tout simplement pour dégager sa frustration. Donc, quand toi, tu décroches ce genre de personne et que tu arrives à calmer cette personne, derrière, c'est une très grande fierté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsque vous arrivez à faire 3 mois ou 4 mois sur un plateau de service client comme celui de Orange, naturellement, vous devenez un professionnel aguerri. C'est comme ça que ça marche. Et ça, si je peux raconter cette histoire dont vous avez demandé, c'est généralement des personnes qui viennent en agence, par exemple, qui n'ont pas eu gain de cause, qui n'ont pas eu de satisfaction, qui appellent le service client. Alors, lorsque toi, en tant que conseiller, tu n'as pas tout de suite la solution à son problème et que tu es obligé de lui dire de patienter 24 heures ou 48 heures, le client, il ne se calme pas facilement. Ça, c'est vraiment très inconfortable. Mais en étant formé pour faire ce métier, on arrive toujours à calmer la personne. Parce que c'est ça aussi la beauté de ce métier-là. C'est de calmer des personnes qui sont très frustrées,
qui sont naturellement très fâchés, qui ont envie de sauter pour vous trouver où vous êtes, alors que vous êtes au téléphone. Ah oui. Et c'est que vous avez eu un long parcours parce que 10 ans de carrière, c'est pas permis pour tout le monde, surtout dans ces secteurs-là. De gérer la ressource humaine, c'est la plus compliquée. Exactement. Mais en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Alors, étant dans ce métier, ce que j'ai eu à rencontrer en tant que femme, ce sont les contraintes du métier. Alors, c'est un métier qui se fait 24 heures sur 24. Et lorsqu'on décide, par exemple, de vous mettre dans un template de nuit et que vous êtes une femme, surtout lorsque vous êtes une femme mariée, c'est très compliqué. C'est souvent, à un moment donné, on prenait peu de femmes parce qu'on estime que les femmes ne peuvent pas travailler la nuit. Alors moi, dans ce parcours, j'ai montré que j'étais disponible pour ce travail parce que c'est un travail qui m'anime, qui me permettait de m'épanouir. J'ai montré à l'époque à mes responsables que mon staff, que ce soit la journée ou la nuit, j'étais disponible à travailler, mais ça a toujours été une contrainte. En tant que femme, ce n'était pas du tout facile. D'accord. Et aujourd'hui, dans ce monde-là, la plupart des femmes disent que je ne peux pas me marier tant que je n'ai pas encore réussi ma vie. Qu'est-ce que vous en dites? Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En ce moment, c'est vraiment la tendance. Il faut que d'abord je m'enrichis, ou bien que je réussis ma vie avant de me marier. Vous étiez marié, en même temps, vous travaillez. Expliquez un peu ce contexte. Alors, il faut noter que le travail, ou en tout cas les études, c'est une chose. D'accord? Le foyer en est une autre. Maintenant, vouloir cumuler les deux, il faut être une personne assez responsable, assez mûre dans la tête pour pouvoir le faire. Alors, aujourd'hui, les femmes, ils ont la chance que les choses avancent tellement vite que vous pouvez voir une femme qui a vite eu le bac, qui a vite fini l'université avant de rencontrer quelqu'un qui commence à parler de mariage. Alors moi, je me rappelle, lorsque j'ai commencé à parler avec mon mari à l'époque, j'étais encore au collège. Donc, vouloir attendre que j'ai fini le collège, le lycée et l'université, pour la famille, c'était vraiment beaucoup de temps. Et pour eux, c'était inacceptable. Donc, j'ai été très mûre dans la tête pour me dire qu'il fallait combiner les deux. Aller à l'école, gérer le foyer, c'est tout à fait possible, mais il faudrait que la femme montre à son homme qu'elle n'est pas prête carrément à abandonner les études, mais qu'elle est prête à faire les deux à la fois. Alors, quand la femme exprime cela dans ses actes, l'homme, naturellement, il suit le chemin. Généralement, les hommes, ils ont tendance à se dire que il faut que je vois la volonté en toi pour pouvoir te rejoindre dans tes ambitions. Alors, c'est à la femme d'œuvrer de façon concrète ou de façon concrète, si vous voulez, pour que l'homme, à lui, il sache que si je veux garder cette femme-là, il faut que je m'aligne avec ses ambitions. Parce que de toute façon, elle m'a montré qu'elle est prête à faire les deux. Aller à l'école ou en tout cas aller au boulot, gérer le foyer. Alors, la femme, quant à elle, elle doit savoir que la porte du foyer, ou en tout cas la porte professionnelle, ou en tout cas la porte des études, c'est une porte. Le foyer aussi en est une. Et donc, les deux, il faudrait que ça soit combiné pour que chaque porte joue vraiment son rôle et que les choses puissent aller ensemble. C'est très important. D'accord. En tout cas, ça, c'est un mindset que beaucoup manquent, surtout côté féminin. Je ne suis pas misogyne, hein, donc venez pas vous acharner sur moi. Mais aussi dans les entreprises, il y a la concurrence entre les hommes et les femmes. Comment vous avez su toujours garder votre place? Alors, moi, je pense que les femmes, déjà, c'est un état d'esprit. Personnellement, je n'ai jamais mis dans ma tête que je suis en concurrence avec quelqu'un. Ce qui est sûr, j'ai toujours montré que je suis capable de faire tout. En tout cas, ce que les hommes font, j'ai montré que je suis capable de le faire. Mais je n'ai jamais eu l'esprit de concurrence. Je n'en ai d'ailleurs jamais parlé. Je n'ai jamais parlé de sujet. C'est des sujets généralement que j'évite parce que je n'aime pas du tout les polémiques. Mais moi, personnellement, la manière dont je travaille, ou en tout cas la manière dont j'agis, si par exemple, toi, tu es mon patron, tu sais que je suis une femme,
mais absolument rien ne peut m'arrêter. Ouais. Donc, la manière dont tu fais confiance aux hommes, moi, Bintada, que tu peux me faire confiance. Ouais. Et naturellement, en tant que femme, il y a quand même des contraintes. Je veux dire, lorsque un responsable décide de prendre 2 profils, un homme, une femme, Oui. et les 2 peuvent se battre de la même façon, mais si entre-temps, la femme étant au foyer, par exemple, tombe enceinte ou en tout cas doit prendre un congé de maternité, Oui. ça c'est une contrainte. Ouais. Mais généralement, les patrons, ils le comprennent aussi. Lorsque la femme, elle se donne à fond, elle fait ce qu'elle a à faire pendant la période où elle peut le faire, lorsque cette contrainte arrive, le patron, il l'accepte facilement. Ouais. Et le patron accompagne la femme dans cette situation parce que, naturellement, il est sûr qu'il peut faire confiance à cette femme-là. Ah oui. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas eu de contrainte du foyer parce que j'ai toujours su aller au-delà de mes limites quand je peux. Et quand je ne peux pas, mes responsables m'ont toujours accompagné. Ah oui. Et votre mari aussi, presque, vous a toujours compris? Oui. Mon mari m'a toujours compris. Il ne m'a jamais posé de contraintes. En tout cas, il ne m'a jamais posé de limites. Ouais. Il m'a toujours montré que je peux aller au-delà. En tout cas, je peux aller vers mes ambitions. Et mais moi, à mon tour, je lui ai montré que je suis une femme qui peut respecter ces 2 choses-là, notamment mon travail et mon foyer. Mais quel est le message que vous pouvez porter aux jeunes maris-là qui ne veulent pas laisser leur femme travailler, par exemple, alors que leur femme incarne vraiment la volonté de travailler? Alors moi, sincèrement, je n'en veux pas à ces hommes. Sincèrement, moi, je dis souvent que lorsqu'un homme ne veut pas qu'une femme travaille, c'est parce qu'il a vu en cette femme-là que la femme est prête à abandonner. Okay. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de comparaison. Ouais. Je ne peux pas comparer le travail et le foyer. Comme je l'ai dit tantôt, chaque porte joue son rôle. Ouais. Donc, un homme qui empêche sa femme de travailler, c'est parce qu'il a vu en cette femme-là que la femme est prête à choisir soit le boulot, soit le mari. Ouais. Mais pour moi, il n'y a pas de choix. Okay. Pour moi, il n'y a pas de choix. Quand un homme voit en sa femme du potentiel, la seule chose qu'il peut faire, c'est de l'accompagner. Ouais. Carrément. Mais naturellement, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit. Okay. Quand tu es avec une femme et que tu constates que celle-ci, si je veux la garder, il faut que je l'accompagne, naturellement, tu ne poses pas de choix. Ouais. Tu la laisses aller vers ses ambitions et tu l'accompagnes. Ouais. En réalité, c'est parce que il y a des femmes qui ont mis des zigzags dans leur travail. C'est-à-dire, tu es dans le foyer, tu es dans le travail, mais tu essaies de jouer les zigzags pour que ton mari doute généralement de ce que tu fais. Ouais. Et quand c'est comme ça, c'est très compliqué. C'est en ce moment, généralement, que le choix s'impose. D'accord. Mais moi, j'estime qu'il ne doit pas y avoir de choix parce que c'est quelque chose qui est naturel. D'accord. Mais les hommes, ils devraient au moins savoir qu'en 2026, on n'a pas besoin de faire un choix entre un boulot et un foyer parce que ça se complète. Quand ta femme travaille et qu'elle gagne quelque chose, naturellement, elle s'épanouit. Le travail, ça permet à la femme de s'épanouir. Ouais. Donc, si vous voulez, prenez juste un exemple d'une femme qui est restée inactive dans un foyer pendant un moment, qui tout de suite retrouve un travail, la manière dont elle brille, c'est pas comparé au moment où elle était au travail, mais il y a des hommes qui sont allergiques au fait que les femmes brillent aussi, parce que on dit souvent que quand la femme, elle brille et puis on voit tout autour d'elle, on estime que tout le monde veut d'elle. Donc, les hommes, ils ne supportent pas du tout ça. C'est de la jalousie. Okay. Et je pense que c'est... La jalousie des hommes. La jalousie. Donc, les hommes, nous aussi, on est jaloux. C'est ça? Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Okay. J'avais une amie, je pense qu'elle va se reconnaître. Elle ne travaillait pas, elle était à la maison. Elle avait des enfants, elle ne travaillait pas. Son mari sortait matin, midi et soir. Le monsieur, il était rarement à la maison. Alors, souvent, quand je venais la voir, elle me montrait qu'elle voulait travailler. On s'est battus ensemble. On a déposé son CV un peu partout. Et elle a trouvé du boulot. Mais avant, c'est elle qui se plaignait pour me dire, Binta, moi, mon mari n'est jamais jaloux de moi. Il ne m'a jamais montré qu'il est jaloux. Oh. Oui. Il ne m'a jamais montré qu'il m'aime parce qu'il n'est pas jaloux. Parce qu'elle estime qu'un homme qui n'est pas jaloux, c'est un homme qui n'est pas amoureux. Du coup,
Lorsqu'elle a trouvé le boulot, elle a commencé à travailler, elle a commencé à revenir vers 18h, 18h30 à la maison. C'est là que le monsieur a commencé à exploser de jalousie quelquefois. Donc, naturellement, on a compris que c'est parce que le mec, il était trop sûr de lui, il était confiant, que la femme était tout le temps à la maison, elle ne prenait jamais soin d'elle, et que des choses ont changé à cause du boulot, et il avait commencé à montrer de la jalousie. Et la femme, elle était très épanouie avec ça parce que ça lui faisait plaisir. Donc, c'est pour vous dire que la femme qui travaille naturellement, elle brille parce qu'elle est épanouie. Et généralement, il y a des hommes qui ne supportent pas cela. Et c'est très dommage. Ça peut arriver. Et voilà. Toujours dans ce même contexte-là, aujourd'hui, vous êtes passé de, je vais dire, d'employé à votre entreprise aussi. Vous faites maintenant des formations, vous animez des formations, vous accompagnez des entreprises. Comment cela s'est vraiment passé? Comment vous vous êtes dit à un moment donné, il faut que moi aussi, maintenant, je deviens expert dans ce domaine-là et que je puisse conseiller des entreprises? Comment ça s'est passé? Alors, en réalité, j'ai été très, très satisfait d'intégrer le réseau LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel qui permet aux professionnels de s'exprimer. Aujourd'hui, en Guinée, naturellement, on avait constaté que tous ceux qui prenaient la parole, généralement, c'est des personnes qui parlaient de deux sujets. Généralement, c'est des personnes qui parlaient de politique. Et autre chose, c'est des personnes qui parlaient de féminisme. Généralement, des femmes qui prenaient la parole pour défendre les droits des femmes, des ONG. Et donc, nous, on a compris que si tu n'es pas de la politique, si tu n'es pas des ONG ou peut-être féministe, comme on l'appelle souvent, c'est un peu comme si tu n'as pas droit à la parole. Alors, moi, j'ai intégré LinkedIn. Justement, j'ai créé mon profil il y a très longtemps. Mais c'est en 2022, j'ai réactivé mon compte. J'ai commencé à naviguer très souvent. Et je voyais vraiment des profils qui étaient extraordinaires, qui parlaient de leur parcours, de leur travail, de leur entreprise, qui conseillaient les jeunes sur ce qu'ils faisaient. Alors, je regardais ça pendant pratiquement 6 mois. Et un jour, je suis restée assise, je me suis dit, mais je suis dans l'entreprise depuis 10 ans. J'ai gravi tous les échelons du manager et service client, disons. Et aujourd'hui, j'ai une expérience vraiment acquise. J'ai une expérience aguerrie dans le domaine du service client et de l'expérience client. Alors, j'ai compris que j'avais des choses à partager. Alors, j'ai contacté quelqu'un à qui j'ai expliqué tout ce que j'avais comme ambition. Il m'a fait savoir que Binta, si tu prends la parole, figure-toi que tu as beaucoup de choses à partager. Et donc, ce jour-là, je suis restée toute la nuit à réfléchir à comment m'y prendre. Mais ce monsieur, il m'a beaucoup aidé, il m'a accompagné à optimiser mon compte et tout. Et je ne vais pas dire son nom ici, mais ce n'est pas un Guinéen. Et donc, il m'a beaucoup aidé dans l'optimisation de mon compte pour que mon compte reflète exactement le profil que je suis, que je n'avais pas su mettre en valeur. Alors, lorsque ça a été fait, j'ai travaillé un peu sur la création de contenu, j'ai appris à faire la création de contenu et j'ai commencé à parler de ce que je fais au quotidien. C'est comme ça que tout a commencé et j'ai compris moi-même avec le temps, 1 mois, 2 mois de formation, j'ai compris que j'avais beaucoup de choses en moi que les gens veulent apprendre. Donc, j'ai décidé de concrétiser ça et petit à petit pour que les gens sachent que j'ai des choses que je peux partager et que ces choses-là peuvent les aider dans leur vie professionnelle de tous les jours. Donc, c'est comme ça que ça a commencé jusqu'à ce que j'ai migré vers la création de mon cabinet de formation. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsque vous voulez vendre des services, il faut que vous soyez dans la régularité. Et justement, raison pour laquelle on a créé le cabinet de formation pour pouvoir aussi travailler avec d'autres professionnels, d'autres experts de d'autres domaines et pour aider les jeunes dans leur émancipation professionnelle. Donc, c'est comme ça la création du cabinet est venue. Et peu après, il fallait cumuler la création du contenu, les formations et aussi le travail. Donc, il fallait vraiment s'organiser pour pouvoir faire les choses à la fois. Donc, revenons toujours sur un peu plus votre expertise par rapport aux formations que vous donnez, surtout
au personnel, par exemple, disons des restaurants, quelque part. OK. Donc, est-ce que vous concevez, comme je le disais à l'entame, le client est toujours roi? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors, le client et le roi, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et il faudrait juste que la personne qui est en face du client puisse savoir que le client, il peut être roi, mais il peut faire des erreurs. On peut être roi et puis on fait des erreurs. Mais la personne qui est en face de nous doit savoir que nous, on est client, on a l'argent, on est venu acheter et que cette personne a besoin de cet argent-là pour booster son chiffre d'affaires. Donc, même si le client qui est roi fait des erreurs, c'est à la personne qui est formée pour faire ce travail qui doit pouvoir recadrer le client avec le plus grand respect, sans pour autant passer à côté. Sans insulter. Sans répondre aux injures, ou en tout cas sans pousser le client à insulter. Généralement, les clients, ils n'insultent pas naturellement. Quand ils insultent, c'est parce que quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce moment que le profil qui est en face, qui est censé gérer un client difficile, doit réagir. Je veux dire que lorsque moi je viens dans un restaurant, je suis un client, je viens dans un restaurant, je suis pressée. C'est vrai que je veux manger, mais je suis pressée. Et la commande que j'ai envie de manger doit prendre du temps. C'est à la personne en face de moi qui est formée pour me prendre en charge et doit me faire comprendre que le plat que j'ai commandé doit faire minimum 20 minutes, mais avec le plus grand respect et avec le sourire qu'il faut. Parce qu'en fait, il y a, par exemple, je vous donne juste un exemple. Moi, je viens, je vous dis, écoute, je veux manger, mais je suis pressée. Vous êtes professionnel, vous êtes formé pour ça. Vous me dites que puisque je suis pressée, que c'est mieux de partir. Je suis passée dans un restaurant pour dire à une dame, je suis venue, souvent quand je viens dans certains endroits, j'essaie juste de tester les gens. Je dis, madame, je veux manger une pizza, mais je suis vraiment pressée. Est-ce que vous pouvez m'aider? Elle me répond, écoutez, madame, si vous êtes pressée, c'est mieux de partir parce que la pizza prend minimum 40 minutes. Alors, si cette personne qui est censée faire en sorte de récupérer mon argent avant que je ne sorte de la porte du restaurant me donne cette réponse, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ce qui fait que ceux qui sont formés pour gérer des clients ne devraient pas se comporter comme les clients eux-mêmes. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas formés en vrai? Justement, c'est parce qu'ils ne sont pas formés en vrai. Il y en a qui ont été déposés pour gérer des clients sans aussi suivre des formations, sans formation. Donc, ça, c'est naturel. Et les patrons, là, les patrons qui déposent juste des gens pour pouvoir nous insulter avec notre argent, qu'est-ce que vous conseillez à ces managers-là? Alors, il faut noter que les managers qui recrutent des gens dans la famille pour déposer à des postes stratégiques de gestion client, ils ne savent pas du tout ce qu'ils perdent. C'est une très grosse perte parce que malheureusement, ces gens-là, ils réagissent très bien quand vous êtes là, mais quand vous faites dos, ils vous font perdre de l'argent. Vous considérez que c'est un membre de votre famille, il a besoin de travail, vous avez le droit de le recruter, mais la meilleure des manières, c'est de le former d'abord avant qu'il ne soit là où il est. Qu'il sache qu'il est là, mais pas parce qu'il est de votre famille. Qu'il sache qu'il est là parce que vous estimez que vous pouvez lui faire confiance. Mais avant cela, vous devez le former. Parce que si vous ne le formez pas, même s'il a la volonté de bien faire, il peut passer à côté parce qu'il n'a jamais fait ce travail. Donc, pour éviter de perdre de l'argent, lorsque vous faites dos, il faut que vous formez la personne, que vous conscientisez la personne sur son impact vis-à-vis de votre chiffre d'affaires. C'est très important. D'accord. C'est ça. Et c'est vrai, c'est bien de les former, mais vous êtes spécialiste dans ce domaine-là. D'autres, même après la formation, ça revient toujours, les mêmes mots de tête, manque d'organisation, et manque de suivi des clients régulièrement. Parce que moi, j'ai croisé des personnes que vous avez formées. Et je suis revenu dans le même restaurant. Certainement, elles vont se reconnaître, ils vont regarder la vidéo. Ils sont très nombreux, c'est pas évident. Et ça a été le pire encore. Est-ce que vous recommandez qu'on licencie ces gens-là ou bien qu'on redéfinisse encore leur formation? Alors, il faut mettre en place, il faut savoir que la formation, c'est une chose. Le suivi en est une autre.
Okay. Maintenant, l'application, ça aussi, c'est une chose qu'il faut vraiment, sur laquelle il faut mettre l'accent. Okay. Lorsque vous décidez que votre équipe est formée et que derrière, vous n'acceptez pas que le suivi soit fait, ça risque de passer à côté. Okay. C'est la raison pour laquelle, généralement, je ne recommande pas de formation sans suivi. Okay. Toutes les entreprises que j'ai accompagnées, je fais un suivi minimum de 3 mois. D'accord. Pour voir s'il y a un changement. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé après la formation. Oui. Comment la personne se comporte 2 semaines ou 1 mois après la formation. Et généralement, j'ai toujours une satisfaction. Okay. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait que les patrons, les managers de nos jours, vous savez, à l'ère des réseaux sociaux, on a du mal à se concentrer. Okay. Alors, quand vous avez des jeunes garçons ou des jeunes filles sur des postes stratégiques de gestion client, il faut mettre en place un système de suivi et d'évaluation. D'accord, à chaque fois. Il faut aussi permettre aux clients souvent de s'exprimer. D'accord. Alors moi, je conseille souvent à mes clients de mettre en place quelque chose qui les permet d'avoir le retour client. Okay. On peut par exemple décider de mettre une petite boîte à la porte ou généralement on peut mettre un petit bout de papier et que personne n'ait accès si ce n'est pas toi le patron ou en tout cas la personne de confiance qui a le mot de passe. Alors le client, quand il vient dans le restaurant par exemple ou en tout cas en entreprise et qu'il a quelque chose qui le frustre et qu'il est obligé de partir, il devrait pouvoir laisser une petite note quelque part pour le manager ou en tout cas pour les managers de cette entreprise-là parce que généralement, les managers, ils ne peuvent pas être là 24 heures sur 24. Oui, exactement. Et si vous n'avez pas une équipe dynamique qui est moralement prête, donc dès que vous faites dos, ils vont faire n'importe quoi. Ils sont souvent sur TikTok. Le client vient. Vraiment, c'est quand le client vient, il dit bonjour 3 fois, personne ne le répond. Parce que la personne qui est censée répondre est sur TikTok. Donc, il faut que les managers sachent donner la parole à leurs clients. C'est justement là que se joue le service client. C'est pourquoi je l'avais dit à l'entame, tous ceux qui ont des centres d'appel qui permettent aux clients d'appeler pour s'exprimer, ils découvrent des choses qu'ils n'auraient pas pu sans le centre d'appel. Le centre d'appel reste le maillon fort pour permettre aux clients de s'exprimer, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Le client, il n'est jamais égoïste. Je peux vous dire que lorsqu'un client vous dit que ce profil est mauvais, généralement, ce profil, il est mauvais. Les clients, ils n'accusent pas, ils ne sont pas égoïstes. Quand vous venez dans un service et que vous trouvez satisfaction, naturellement, vous exprimez une joie. Vous vous exprimez, vous dites, écoute, une fois, j'avais trouvé telle personne, je ne connais pas son nom. Voici, il est de teint clair, mais lui, il m'avait bien accueilli. Il m'avait aidé à trouver une solution à ma réclamation. Les clients, ils ne sont jamais égoïstes. Donc, quand un client te dit que ce profil, il est mauvais, généralement, c'est parce qu'il est mauvais. Mais le profil, il fait semblant lorsqu'il sait que son responsable est là. Dès que le responsable fait dos, il revient sur ses réseaux sociaux et c'est le client qui empathie. Exactement. C'est ça. Donc, par rapport à tout ça, mais quel conseil vous donneriez à ces patrons-là pour que leur entreprise puisse fonctionner normalement et sans défaillance? C'est de mettre en place un système de suivi et d'évaluation. D'accord. Permettre au client de s'exprimer. Il n'y a pas un autre moyen. La manière dont le client évalue tes profils, c'est exactement comme ça il se comporte. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, il y a des patrons qui font des sondages. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais sur le plateau service client où j'ai travaillé, on recevait des appels qu'on appelait appels mystères. C'est des appels qui se faisaient à l'inconnu, mais qui nous évaluaient en direct. Ça veut dire que nos responsables, les plus hauts responsables, ils appelaient avec des numéros inconnus pour voir comment la prise en charge se fait. Je ne sais pas si ça continue encore, mais je vous assure qu'actuellement, les services clients, ce n'est pas trop ça. Malheureusement, c'est parce que les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place dans la vie des gens. Et ce qui fait que le client, il empathie. Mais je dis, la manière d'évaluer ses employés, c'est de permettre au client de s'exprimer. C'est seul le client qui peut donner
une belle note ou une bonne note à un profil. D'accord. Les profils qui sont en contact avec les clients doivent être évalués par les clients eux-mêmes. D'accord. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ça se passe par plusieurs manières. Ça peut se faire par des expressions, comme je l'ai dit quelque part. Ça peut être par le service client. Ça peut être des appels enregistrés pour réécouter, voir comment le client, comment le client a été pris en charge. C'est exactement de cette manière qu'on peut savoir que si les profils en contact avec la clientèle se comportent bien. D'accord. C'est vrai que, je rajoute, c'est vrai qu'en entreprise, il y a des profils qui ne sont pas forcément en contact avec la clientèle, qui se comportent très mal, qui impactent indirectement le client. Alors, ceux qui sont en contact avec les clients, si eux, ils ne savent pas comment gérer ça, le client va venir, il va se plaindre, ils vont dire que ce n'est pas à mon niveau. Alors qu'en réalité, eux qui sont en contact avec le client, c'est eux qui sont censés faire en sorte que le client soit patient pour qu'il regarde derrière qu'est-ce qui s'est passé pour que le client soit satisfait. D'accord. C'est ça. Je vois, je comprends. Et quelque part aussi, les patrons. Revenons un peu en arrière parce que c'est très important. On va laisser un peu les clients et puis voilà, le service commercial, je ne sais pas comment. Mais si on revient un peu en arrière, aujourd'hui en Guinée, les patrons des entreprises demandent toujours beaucoup d'expérience, tant d'années, 10 ans d'expérience avant d'être recruté. Comment aujourd'hui ce phénomène-là, il est énorme? Alors que tu es un simple étudiant, tu as fini tes études, tu veux avoir du boulot, mais on te dit il te faut 5 ans d'expérience. Comment est-ce que vous voyez ce phénomène-là? Les entreprises, ils perdent beaucoup de profils et ils recrutent souvent les mauvais profils avec beaucoup d'expérience. Clarifiez-nous un peu. Alors, lorsque vous finissez les études, vous n'avez pas d'expérience, c'est vrai. Mais si vous avez les qualités qu'il faut, dont moi j'en parle très souvent, souvent je parle de qualités humaines, de soft skills, qui fait que vous avez fini les études, vous n'avez pas d'expérience technique de l'entreprise, mais vous avez des qualités dont l'entreprise a besoin. Si l'entreprise vous recrute, vous avez juste besoin de maximum 1 mois ou 2 mois pour vous rattraper. Non, pour s'adapter. Pour s'adapter. Parce qu'en fait, les entreprises, chaque entreprise a sa manière de fonctionner. Si vous êtes aujourd'hui dans l'agroalimentaire, vous quittez, vous voulez être recruté par exemple dans les sociétés de télécom, est-ce qu'on peut parler d'expérience là-bas? Non. Parce que c'est 2 mondes différents, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut vous aider à avoir ce poste dans les télécoms alors que vous avez fait 5 ans dans l'agroalimentaire? Ce sont vos soft skills. Rien d'autre. Lorsque vous venez en tant qu'étudiant, vous avez l'écoute active, vous avez le respect, vous avez les soft skills dont vous avez besoin pour vous comprendre avec les gens, vous adapter à l'entreprise, quels que soient les profils que vous trouvez là-bas. La manière dont l'entreprise fonctionne, les techniques de l'entreprise, vous n'aurez besoin que de maximum 1 mois ou 2 mois pour pouvoir s'adapter. Malheureusement, les entreprises n'ont pas compris. Il y a des gens qui viennent avec de l'expérience, mais qui n'ont aucune compétence humaine. Et derrière, c'est pour frustrer les clients ou c'est pour frustrer ceux qu'ils ont trouvés là. Ça aussi. Vous voyez un peu. Donc, du coup, que vous ayez l'expérience ou pas, vous avez besoin de ces soft skills pour entrer dans n'importe quelle entreprise. Et moi, je dis souvent, si j'ai 2 personnes, la première personne a 5 ans d'expérience sur ce que je veux, mais il n'a pas de compétences humaines. Je préfère la personne qui est carrément, qui n'a absolument aucune expérience, mais qui a les compétences humaines, dont moi, je pourrais prendre 1 mois pour former. Parce que pour moi, les entreprises, c'est la routine. Quand vous venez à un poste, généralement, vous faites la même chose tous les jours. Qu'est-ce qui peut vous différencier? C'est la création de valeur. Qu'est-ce que vous apportez comme valeur? Ça, c'est très important. C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas être dans une entreprise agroalimentaire aujourd'hui et reproduire la même chose dans une société de télécom. Qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est vos compétences humaines qui permet à l'entreprise de se booster naturellement vis-à-vis des clients et vis-à-vis des autres collaborateurs. Donc, je pense bien qu'il faudrait un peu revoir c'est pas comment j'ai appelé ça, cette manière de recruter les profils. L'expérience, c'est très important, mais il y a aussi le côté compétences humaines, soft skills qu'il ne faudrait jamais oublier. Et les jeunes qui sortent des universités,
avec des compétences humaines, ont besoin d'avoir de la chance pour prouver ce qu'ils peuvent apporter. Et puis, ils ont besoin de chance pour se former. Ouais. Du coup, on ne peut pas exiger une expérience de 2 ans à un jeune qui vient de finir l'université. Ouais. Il faudrait voir ce qu'il a comme qualité humaine, lui donner la chance d'intégrer l'entreprise et se former naturellement aux routines et aux techniques de l'entreprise. C'est un peu comme ça que ça doit se passer normalement. Sinon, personne ne devrait travailler, personne ne devrait être expert. Quand j'ai commencé au service client, je n'avais absolument aucune expérience. Ouais. Mais quand j'ai commencé, j'ai été d'abord kangourou. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle kangourou. C'est quelqu'un qui vient s'asseoir derrière. Le professionnel aguerri qui est là. Le stagiaire vient s'asseoir derrière lui pour apprendre ce qu'il sait faire. C'est ça le kangourou. Donc moi, je suis venue. J'ai pris ma chaise, je suis restée derrière un professionnel aguerri qui était vraiment bien, qui m'a transféré ses compétences. D'accord. J'ai rajouté ça à mes qualités humaines. Aujourd'hui, c'est ce qui fait de moi ce que je suis devenue. Ouais. Si je n'avais pas eu cette chance, est-ce que j'allais parler de service client? Pas du tout. Est-ce que j'allais avoir 10 ans d'expérience? Non. C'est pas possible. Ouais. Vous ne pouvez pas exiger de l'expérience de 5 ans à quelqu'un qui vient de finir l'université. Il faut l'évaluer sur ses compétences humaines et lui donner la chance de comprendre comment l'entreprise fonctionne et comprendre les techniques de l'entreprise. C'est comme ça que ça doit se faire. Oui. Très important. Et toujours, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au moins d'expression du féminisme, c'est aussi ça, ce que vous racontez là. Naturellement. Mais les gens pensent que le féminisme, c'est seulement quand tu défends les femmes du divorce ou peut-être des violences conjugales. Ce n'est pas que ça. Moi, je ne parle pas souvent de violences conjugales. Malgré que comment je vais appeler ça? Malgré que je condamne, je ne parle pas souvent de ça. Parce que ce sont des sujets qui sont très complexes. D'accord? Ce n'est pas n'importe qui doit prendre la parole sur des sujets aussi complexes. Mais le féminisme ne s'arrête pas à ça. Je pense bien. C'est aussi raconter le beau parcours des femmes, mettre ça en valeur pour qu'on puisse comprendre que les femmes ont de la place dans notre société. Bien sûr, c'est très important. Justement, c'est pourquoi je dis qu'il fallait que des femmes prennent la parole en étant dans les entreprises privées. Qu'elles prennent la parole pour s'exprimer, montrer ce dont elles sont capables et naturellement inspirer d'autres femmes à obtenir leur diplôme et à s'insérer dans les entreprises privées parce que la vie professionnelle aussi en dépend. Oui, tout à fait. Et vous, certainement, votre combat, ce serait, est-ce que vous voulez dans une entreprise, par exemple, privée, qu'il y ait 50% d'hommes employés et 50% de femmes employées? Alors moi, je n'irai pas dans ce sens, mais je dirais que je souhaiterais que les femmes prennent la parole pour montrer ce qu'elles font en entreprise en termes de création de valeur. Quand vous rentrez, et de potentialité, quand vous rentrez dans les entreprises aujourd'hui, que ce soit dans les télécoms, que ce soit dans les banques, vous allez voir que des femmes ont de l'expérience et des femmes apportent leur contribution au développement des différentes entreprises. Donc, j'estime que si 50% des femmes ou 50% des hommes, peu importe, en tout cas, les femmes qui sont capables, il faut leur donner leur place. C'est très important. D'accord. En tout cas, ça, c'est un noble combat aussi du féminisme, quelque part. Bien sûr. Et voilà, à ces jeunes maintenant, filles, aujourd'hui, sont beaucoup plus dans les chicha lounge, vous voyez, voilà, qui abandonnent les études très tôt, qui estiment que voilà, la société n'a pas une place pour eux. Qu'est-ce que vous leur direz? Alors, qu'est-ce que je dois leur dire? C'est de savoir que la vie, c'est à 3 niveaux. C'est le travail, disons, la famille et un peu de divertissement. D'accord? Mais si le divertissement prend le dessus, ça veut dire qu'on est passé à côté. C'est très important. Et le divertissement ne veut pas dire aller fumer. On n'est pas obligé de fumer. On peut se divertir sans fumer. Sans fumer, pardon. Il y a des chanteurs qui disaient que vous pouvez toutefois jouer, mais il faut savoir poser des limites. D'accord? Donc, aujourd'hui, les filles, elles pensent que si tu ne fumes pas, tu n'es pas sur le 21e siècle. Ou que tu n'es pas en 2026. C'est gawa en même temps. Exactement. Malheureusement, c'est ce qui fait que beaucoup d'autres jeunes filles sont influencées
et rentrent dans des pratiques malsaines. Ok. Et malheureusement, on ne peut pas être dans des trucs malsains et puis pouvoir se concentrer sur les études. Ouais. Dès qu'on déraille, comment j'ai appelé ça, dès qu'on quitte le chemin, c'est-à-dire dès qu'on essaie de prendre une partie de certaines pratiques, ça pèse lourd sur les études et malheureusement, on ne peut pas faire les deux à la fois. Ouais. Donc, c'est pourquoi il faudrait que les parents s'activent vraiment pour accompagner les jeunes filles parce que pour moi, aujourd'hui, l'âge, ça avance très vite. Moi, ma fille, je peux par exemple dire que ma fille a 18 ans, mais quand je la regarde, je me rappelle un peu le jour qu'elle est née, je dis non, tu n'as pas 18 ans, c'est pas possible. Alors, si aujourd'hui, j'estime qu'elle a 18 ans et que je la laisse prendre ses décisions et qu'elle prend des décisions qui ne sont pas forcément bonnes pour elle, moi, j'aurais échoué en tant que parent. Ce qui fait que si tu devais avoir ta liberté à 18 ans, il y a 20 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que tu puisses avoir ta liberté, il faut minimum 30 ans. Parce que l'âge avance très vite. Et du coup, les gens ne sont pas aussi mûrs que l'âge. Les parents doivent s'activer pour surveiller les jeunes filles. Sur l'éducation. Sur l'éducation. C'est très important parce que si tu ne fais pas un accent sur l'éducation et que les filles, elles se permettent de faire ce que bon leur semble, c'est vraiment un échec. Et je pense que les parents doivent vraiment être très, très à côté, être très près des jeunes filles pour pouvoir les aider dans leur évolution. D'accord. C'est que j'espère que le message, quand même, il est simple, il est clair, limpide, tout ça. Donc, il s'agit juste de l'appliquer. C'est très important. On est presque vers la fin de ce podcast, mais je vais juste te poser 2 petites questions encore et on va terminer. D'accord. La première, ce serait, à la portée aujourd'hui de l'éducation des femmes, quel est votre combat en dehors de votre domaine d'activité? Quel est votre combat pour l'épanouissement des femmes? Alors, moi, je suis en train de ce que je disais tout de suite, c'est que moi, je suis très focus sur les soft skills, les compétences humaines. Vous savez, dans la pratique de notre métier, le service client, on parle souvent d'expérience client. Et l'expérience client, souvent, on le colle un peu à l'expérience technique que les clients découvrent sur le digital ou en tout cas des applications qu'on est en train de mettre en place pour satisfaire les clients. On colle l'expérience client à ça. Moi, je colle plutôt la vraie expérience client sur les qualités humaines des personnes qui sont en contact avec la clientèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, moi, je voudrais avoir une génération de femmes qui se forment déjà en étant à l'école. C'est-à-dire des femmes ou des filles qui décident de souscrire ou en tout cas de participer à mes formations étant au lycée ou encore à l'université pour que dès que tu as ton diplôme à l'université, que tu sois déjà prêt ou prête, apte à être en entreprise. En ce moment, quand tu viendras, même si tu n'as pas assez d'expérience en quelque sorte, tu sauras quand même te défendre pour pouvoir occuper le poste que tu cherches pour intégrer l'entreprise. Donc, je suis en train de mettre en place des formations comme ça pour les jeunes femmes pour qu'elles puissent s'épanouir très bien, bien avant d'être sur le marché de l'emploi. Je suis en train d'accentuer mon combat sur ça parce que j'ai compris que les filles en ont besoin. J'ai vu des jeunes filles qui sont diplômées avec une licence en trésor, en banque assurance, en commercial, en marketing, mais qui ont du mal à prendre la parole, qui ont du mal à défendre leur débouché métier. Aujourd'hui, tu peux voir sur 100 filles, tu ne peux pas avoir même 90 qui savent exactement pourquoi ils sont diplômés ou qu'est-ce qu'elles savent faire avec leur diplôme. Parce qu'elles sont diplômées avec des lettres modernes, des sociologies. Je demande qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as fait à l'université, on me dit que j'ai une licence en sociologie. Alors, je commence à penser, tu veux que je t'aide à avoir du boulot, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Concrètement, qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise où je veux, moi, te recommander? Pour pallier à ça, je dis, écoute, il faudrait que les femmes aujourd'hui sachent se former bien avant d'être prêtes à chercher de l'emploi. Donc, je suis en train de travailler sur des choses comme ça pour un peu aider les femmes
à être prête bien avant d'être sur le marché de l'emploi. D'accord. C'est ça. En tout cas, moi, je pense bien que ce serait une belle opportunité pour ces femmes-là de vous écouter, de vous suivre parce que vous êtes une modèle. J'ai reçu beaucoup de CV dont je n'ai pas pu forcément recommander parce qu'il n'y a absolument rien dans le fond. Ouais. C'est difficile. Il faut se former, il faut accepter de se faire former, que ce soit aussi pour les hommes parce qu'on en a besoin aussi. Moi, vous êtes une modèle pour moi. Je vous suis tout le temps. Je vous accompagne aussi dans les créations de contenu. Ouais, merci pour ça. En tout cas, je suis très, très ravi de vous recevoir dans ce podcast aujourd'hui. Vous allez juste regarder votre caméra qui est là, juste à côté. Okay. Et vous allez passer un message, peu importe le message, pourvu que ça impacte. D'accord. Alors, il faut savoir que la vie de la femme, ce n'est pas du tout une vie facile. Et les femmes qui ont la chance de finir les études avant de se marier, je pense que c'est les femmes les plus chanceuses au monde. D'accord. Et parce que tout simplement, elles n'ont pas vécu ce que moi, personnellement, j'ai vécu. Se réveiller à 3 heures du matin, faire le ménage pour aller à l'école à 7 heures. Donc, ces femmes-là, elles sont chanceuses. Elles doivent tout simplement savoir profiter de leur chance. Alors, à ces femmes qui, souvent, se marient bien avant de finir les études, il faut savoir que lorsque vous vous mariez, vous avez un combat très, très chaud, disons, très, 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 très dur sur la table. Celui de finir les études et celui de gérer un foyer. Donc, il faut savoir que ces deux choses, vous devez avoir un état d'esprit assez fort pour pouvoir allier les deux. C'est très important. Et aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous avez la chance d'aller un peu loin vers les études et que vous avez le bac, vous devez tout simplement accepter de vous former bien avant d'obtenir le diplôme. Parce que quand vous obtenez le diplôme, vous avez quelque chose qui vous permet de vous défendre ou en tout cas de défendre ce que vous avez appris pour pouvoir intégrer les différentes entreprises. Aujourd'hui, il se trouve que les entreprises, ils ne tolèrent pas. Ils exigent quelque chose comme une valeur ajoutée pour pouvoir recruter ces femmes. Et donc, c'est à ces femmes-là de se préparer, c'est à vous de vous préparer pour pouvoir être prêts bien avant de prendre le CV pour aller vers le recrutement. Donc, en tout cas, elle a passé le message. Ça, mesdames et messieurs, c'est vraiment un bon moment d'écouter ce qu'elle dit, de comprendre et puis de l'appliquer. C'est très important. Donc, moi aussi, je vais passer mon message. Il est simple, il est clair. Je fais ce podcast depuis un certain moment maintenant, mais vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Il y a une vidéo qui a fait 1 million d'abonnés, 1 million de vues du moins. Je suis pressé à avoir les 1 million d'abonnés. Bien sûr, donc, ça va venir. Je vous incite aussi à vous abonner, à partager, parce que c'est avec ça que j'aurai le courage, que mon équipe et moi aurons le courage encore de vous produire plus de podcasts impactants comme celui-là. Donc, à très bientôt. Rendez-vous la prochaine fois aussi, la prochaine semaine pour découvrir le nouveau invité. Donc, merci du fond du cœur pour ceux qui soutiennent, pour ceux qui partagent, pour ceux qui like. À très bientôt. Merci, Madame Binta Daka. En tout cas, on est très, très ravis de vous avoir reçu ici. Je vous en prie. À très bientôt. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci. Voilà.